Bonjour, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo étude de cas, je vous présente Émilie qui est parvenue à atteindre un niveau de satisfaction record de la part d'utilisateurs plutôt exigeants tout en respectant des enjeux de délai, de qualité, de budget tendu, principalement grâce à une application rigoureuse des méthodes agiles et accessoirement, à seulement 35 ans, elle est devenue responsable d'un département informatique plutôt stratégique dans son entreprise. Est-ce que j'ai bien résumé les choses, Émilie? Eh bien oui Florent, bonjour, hein, oui, c'est très bien résumé en effet. Je suis responsable du département digital client, donc chez Swiss Life, hein, et donc qui comprend trois pôles applicatifs qui travaillent en méthode agile. Très bien, merci Émilie. Et en plus du résultat que je citais tout à l'heure sur la satisfaction record et le respect des enjeux associés, il me semble que vous étiez aussi en mesure de livrer en avance vos travaux, même si ça n'a pas été possible, mais pour des raisons indépendantes de votre volonté de mémoire. Est-ce que c'est bien ça? Oui, alors c'est vrai, ça nous est arrivé, je crois de souvenir une fois, en effet, où on aurait été capable de livrer un peu plus tôt, mais il y a un prérequis d'une autre équipe qui nous manquait, donc on n'a pas ouvert aux utilisateurs. Mais on a réussi à aller plus vite que ce qu'on avait prévu. En plus de la satisfaction. Super. Et est-ce que avant de découvrir les méthodes agiles, enfin ou plutôt avant d'arriver à ce résultat-là, est-ce que tu avais déjà essayé ces méthodes-là par toi-même? Sans accompagnement, sans coaching, sans formation? Oui, en fait, j'avais déjà, vécu une expérience Scrum quand j'étais développeuse, hein, donc dans un environnement que je croyais être agile et avec un peu de recul, du coup, en faisant ta connaissance et en travaillant avec toi sur les méthodes agiles, sur leur vrai sens et enfin, en tout cas, en travaillant avec toi sur, ces méthodes agiles, en fait, je me suis rendu compte que ce que j'avais pu voir avant, c'était pas vraiment des méthodes agiles, ou en tout cas, je voyais pas les bénéfices, en fait. Je voyais pas les bénéfices et à la limite, si j'avais eu que cette expérience, je me serais peut-être arrêtée là en me disant: «Bah, c'est peut-être pas pour moi» ou en tout cas ça apporte pas la valeur, escomptée. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a fait la différence ensuite, une fois qu'on a travaillé ensemble, pour toi? Donc je dirais ce qui a fait la différence, c'est tout ce qui est autour de la valeur, tout ce qui est autour des principes du manifeste agile, parce que certes, il y a une méthodologie projet en fait, mais il y a tout un écosystème autour, un état d'esprit en fait, une culture, je dirais, qui va même au-delà de la méthodologie. Donc c'est une manière de penser en fait. C'est une manière de penser baby step, c'est une manière de penser que les choses peuvent être possibles, c'est une manière de penser oui, art du possible, c'est vrai que ça, c'est un terme sur lequel on a beaucoup discuté, hein. Tu nous en as beaucoup parlé, l'art du possible, hein. Mhm. Baby step aussi, c'est resté une expression qui est toujours dans le département et dont on parle régulièrement. Donc je dirais que, en tout cas, il y a toutes ces choses autour de la culture agile. Et puis même sur l'application de la méthodologie agile, moi je l'avais vécu, il n'y avait pas forcément de product owner. Du coup, bah, est-ce que c'est vraiment de la méthode agile s'il n'y a personne pour porter la vision, pour donner du sens à ce qu'on fait. Donc voilà, faire de l'agile sans product owner, voilà, je trouve que ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Et quoi d'autre bah, écoute, c'est déjà pas mal. Oui, ça répond déjà pas mal à la question. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti quand tu as obtenu les premiers résultats que tu pouvais espérer de l'agilité? Est-ce qu'il y a quelque chose de marquant comme ça qui te vient en tête? Ouais, je me rappelle très bien sur les débuts du projet, je me rappelle avoir ressenti une grande fierté envers mes équipes, en fait. On avait l'impression qu'à chaque fin d'itération, on avait gravi, un morceau de la montagne, en fait, et que Mmh. chaque nouvelle itération nous permettait d'aller toujours de plus en plus haut. Donc c'était, voilà, vraiment beaucoup de fierté, et du coup, un sentiment d'accomplissement de mes équipes. OK. Alors, comme ça, raconté comme ça a l'air super, peut-être même facile, enfin, ça peut sembler être comme tel pour beaucoup de gens. Mais en pratique, est-ce que tu peux nous raconter aussi les difficultés que tu as pu rencontrer? Alors les difficultés, enfin déjà en termes de travail sur soi, je dirais, il y a toute une phase de lâcher prise, qui est, je trouve assez difficile, où en fait, on doit laisser le temps aux équipes d'apprendre par elles-mêmes, de faire des erreurs et parfois faire les choses à la place des autres, ça peut paraître plus rapide sur le coup. Et donc je trouve que pour le manager, il y a tout un travail sur soi de lâcher prise et de laisser l'équipe faire. Du coup, si on peut revenir aux résultats là, que j'ai abordés brièvement en introduction, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces résultats? Heu, Concrètement, qu'est-ce que tu as obtenu?
bon, sur la satisfaction et peut-être sur d'autres aspects. Qu'est-ce que tu as fait en particulier pour les obtenir? Là encore, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te reviennent en tête, qui ont été déterminantes pour obtenir ces résultats-là? Alors, à un moment, on a travaillé donc sur une nouvelle solution à destination de nos commerciaux. Et, euh, et du coup, on avait fait un super produit. Enfin, on avait l'impression d'avoir fait un super produit. Et les premiers tests sur le marché, en fait, faisaient qu'on n'arrivait pas à vendre de produits en ligne. On avait pour ambition de faire de la souscription en ligne de contrats d'assurance vie. Et en fait, au début, très peu de contrats se vendaient. Donc, on ne comprenait pas qu'est-ce qui n'allait pas, est-ce qu'on avait mal pensé le truc, etc. Et donc, on a mis en place une fonctionnalité de recueil de feedback utilisateur au sein de l'application. Donc, à la fin de chaque souscription, on demandait à nos utilisateurs de nous donner une note entre 1 et 10. Et puis, on avait rajouté un autre petit champ en disant, je crois qu'on leur avait dit au début, qu'est-ce qui vous manque pour mettre 10. Et en fait, via ce feedback, du coup, on a pu mesurer l'impact des nouvelles fonctionnalités qu'on délivrait et l'adaptation des fonctionnalités existantes qu'on avait déjà mises en ligne. Puisqu'en fait, cette note est partie de 6, elle a progressivement monté pour arriver sur du 9, voire du 9,5. C'était assez incroyable en fait. Donc, ce recueil de feedback, cette obsession en fait de recueillir de feedback, alors que nos utilisateurs sont loin, ils sont pas dans nos locaux, on n'a pas un étage à franchir pour aller leur demander, toquer, qu'est-ce que vous en pensez? Donc cette solution en fait pour recueillir du feedback a été vraiment déterminante, je trouve, dans le fait d'arriver à ce niveau de satisfaction et puis cette adhésion, cette adoption des solutions qu'on avait mises en place pour eux, puisque voilà, en fait on a pu adapter et on a eu au début des feedbacks difficiles à gérer, des feedbacks pas bons du tout en fait, où ils nous disaient que c'était trop long, trop compliqué, enfin voilà, il faut prendre un peu de recul là-dessus, faut pas le prendre personnellement. Et puis ensuite, on a eu des super feedbacks où on avait le sentiment d'avoir fait une solution qui plaisait à nos commerciaux, voire même qui les adoraient. Très concrètement, le feedback était là. Et donc, ce feedback était partagé avec toute l'équipe. Ce qui était intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on recevait un feedback, certains de nos développeurs avaient mis en place une petite règle qui faisait qu'on avait une espèce de ding dès qu'on recevait un 10 sur 10. Donc, ça jouait aussi sur le moral de l'équipe, sur son engagement. Et donc, c'était voilà, vraiment, en tout cas, un moment clé pour le déploiement de ces nouvelles solutions. Ouais, en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça résonne pas mal avec une autre étude de cas qu'on avait enregistrée avec Laurent, donc une personne que j'ai également accompagnée, et donc qui racontait qu'en fait, le principal bénéfice qu'il a mis en avant pour motiver les équipes, parce que c'est important puisque chacun va quand même sortir un peu de sa zone de confort, donc c'est difficile d'amener l'agilité en disant juste on va faire de l'agilité parce que tout le monde le fait et c'est à la mode, c'est souvent la plus mauvaise raison. Et ce qu'il a mis pas mal en avant, c'est le fait pour l'équipe de pouvoir avoir un retour sur leur travail le plus tôt possible. Et là, en fait, donc ton témoignage résonne pas mal avec le sien, mais avec un vécu supplémentaire, sur le fait que ce feedback, bon ou mauvais d'ailleurs, finalement, c'est ce qui galvanise assez l'équipe sur le challenge que représente le fait d'arriver à produire en un temps très court. Je crois que vous étiez sur des itérations de 2 semaines, puis en mode Kanban. Donc de pouvoir transformer un besoin en quelque chose d'utilisable en seulement 2 semaines, c'est un challenge. Et de fait de savoir qu'à la fin, je vais pouvoir très tôt, je vais pouvoir avoir un retour de la part de l'utilisateur pour qui je fais ce travail-là, pour qui je me lève le matin d'une certaine façon, même si je ne le vois pas dans mon quotidien en direct. Je crois que c'est une des difficultés que vous aviez aussi, c'était de ne pas pouvoir avoir accès aux utilisateurs finaux. Impossible de les avoir en revue de sprint si on raisonne Scrum. On va dire qu'il y a l'équivalent aussi en mode Kanban. Donc ouais, c'est intéressant. Je ne sais pas si ce que je viens de te dire te donne envie de rebondir là-dessus, mais j'avais envie de rebondir, en tout cas de me concernant sur ce sujet-là. Écoute, oui, en effet, c'est intéressant ce parallèle parce que c'est vraiment un élément déterminant. En effet, faire de la méthodologie agile pour faire de la méthodologie agile, voilà, il y a
enfin, quel est l'intérêt, quels sont les bénéfices. Et c'est vrai que l'équipe de dev ne s'est jamais autant sentie engagée que lorsqu'elle a eu ce feedback utilisateur, qu'il soit bon ou mauvais, comme tu dis. Parce que quand il était mauvais, c'était également hyper galvanisant. Parce que Mm. du coup, on savait qu'on avait des trucs qu'on n'avait pas, on pouvait s'améliorer et qu'on avait des opportunités de nous améliorer. Donc vous êtes parti avec donc sans accès aux utilisateurs d'une première version sortie assez rapidement de l'application, peut-être partielle, avec une note, tu disais, de 6 sur 10 à peu près, ce qui est déjà pas mal parce que c'est loin d'être zéro. Et ensuite, avec cette fonctionnalité de feedback, enfin de notation, avec la possibilité de donner un commentaire, ou en tout cas à vous de pouvoir aussi les appeler peut-être par téléphone ou les joindre par tout moyen. Vous avez réussi en seulement quelques mois, je crois, à atteindre une note supérieure à 9 sur 10, c'est ça? Ou C'est ça. de 9 sur 10? Il me semble que ça a pris à peu près, alors là, je me rappelle plus au mois près, mais ça a dû nous prendre quelques mois. Je sais plus, je saurais pas dire 6 mois, autour de 6 mois en tout cas, pour arriver. Sachant qu'à côté de ça, on a également été accompagné par l'équipe chez SwissLife qui s'occupe du déploiement auprès du réseau, en fait, forcément, qui nous ont Mm. aidés et qui ont, ce que tu disais, hein, rappelé les gens, qui mettaient des mauvaises notes en fait pour comprendre d'où venait le problème et du coup pour avoir un feedback un peu plus poussé que Mm. simplement une note et puis quelques verbatim. Donc ça aussi, ça a été très important pour le déploiement de la solution et l'adhésion. Ouais. Et là, en Ouais. fait, quoi, la nouveauté, c'est que c'est qu'on a, en cette fin d'année dernière, on a ouvert au réseau, enfin un autre type de commerciaux. En fait, on a ouvert à d'autres commerciaux qui vendent des produits d'assurance vie, qui n'avaient jamais utilisé nos solutions. Et en fait, on a retrouvé des difficultés un peu identiques avec ce qu'on a vécu il y a quelques années. Et donc, on a à nouveau utilisé cette notation et on a à nouveau, en fait, on avait peut-être, on s'était plus autant focalisé sur les feedbacks et les verbatim parce qu'en fait, les notes étaient excellentes. Donc, on avait un peu mis ça de côté. Et en fait, pour autant, il se passait quelque chose. On sentait qu'il y avait un manque d'adhésion là pour cette nouvelle population qu'on voulait conquérir. Et donc, on a remis ça en avant. On a remis ça en avant durant nos revues. Euh, on a remis de l'énergie là-dedans et on s'est rendu compte que cette nouvelle population avait besoin de certains ajustements. Et donc, on a encore utilisé cette fonctionnalité de feedback pour pouvoir nous améliorer et faire en sorte que cette nouvelle population utilise pleinement ces nouvelles fonctionnalités. Et c'est aussi un succès pour eux. Ils sont partis, alors pas de 6, mais ils étaient autour de 8. Ils étaient assez, voilà, ils étaient modérés, ils étaient autour de 8. On entendait beaucoup de feedback négatif. Et puis là, on a fini l'année, on se rapproche de 9 et je suis convaincue qu'en ce début d'année 2020, on va pouvoir continuer encore à grapper un petit peu au niveau de la note. Ouais, d'accord. Ouais, alors du coup, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais la population d'utilisateurs en question, c'est des gens qui sont complètement indépendants de l'entreprise, qui sont des courtiers, c'est ça, je crois que c'est le terme. Donc, ils sont totalement libres de travailler avec n'importe quel, enfin, l'assureur qu'ils veulent, quoi, en fait. Donc, c'est d'autant plus fort d'avoir un tel taux de satisfaction et c'est d'autant plus enfin, stratégiquement important pour l'entreprise d'arriver à, j'allais dire courtiser les courtiers, courtiser les courtiers. Mais voilà, il y a un enjeu évidemment stratégique très fort là-dessus, puisque une compagnie d'assurance comme Swiss Life se base énormément sur le réseau de ces courtiers indépendants, quoi. Donc voilà. Et en plus, enfin, c'est une chose d'avoir ce relevé de satisfaction et de le mesurer, déjà pour savoir comment on évolue, si on s'améliore ou pas. Et comme tu disais, des fois, on peut détecter une chute et repasser à 8 et avec certes une nouvelle population, et hop, du coup, on le détecte et on peut euh, savoir où mettre l'effort, en fait, finalement. Mais ce que tu ne dis pas non plus, c'est que ce que vous avez mis en place avec votre équipe, c'est un système de continuous delivery, donc de déploiement continu, qui vous permet en plus de pouvoir prendre en compte certains retours, en fonction bien sûr de la capacité à faire de l'équipe, mais dans des délais extrêmement courts, et de pouvoir même être capable de livrer une fonctionnalité en seulement quelques jours, une nouvelle fonctionnalité, selon la taille bien sûr, ou une correction si c'était une correction, mais y compris pour des nouvelles fonctionnalités aussi. C'est bien ça. Oui, tout à fait. En fait, on est passé d'un modèle Scrum à un modèle Kanban assez rapidement parce on a jugé que ça nous apportait à nous et à nos utilisateurs plus de souplesse et de flexibilité. Mhm. Et une fois qu'on avait un existant bien stable en production, en fait, on a pu, via en Kanban,
traiter des petites évolutions, des feedbacks qui parfois, tout ne coûte pas forcément très cher. Parfois, il y a des petites choses qui peuvent apporter beaucoup de valeur et qui ne coûtent pas cher. Et du coup, on a dû également améliorer notre système de delivery pour automatiser un maximum de choses et être capable de délivrer très fréquemment, très régulièrement. D'ailleurs, ça n'a pas été simple parce qu'au début, alors sans faire d'amalgame, on va dire très fréquemment quand on faisait une mise en prod, elle était conséquente et du coup, vu sa taille, et ben, il y avait des hotfix qui suivaient dans la foulée parce qu'il y avait des trucs qu'on n'avait pas pu tester, il y avait des problèmes qui arrivaient, des bugs qu'on n'avait pas vus. Même si tout le monde faisait de son mieux, il y a des trucs qui passent entre les mailles du filet. Et donc, du coup, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire pour nous améliorer là-dessus? Et donc, on a réfléchi et on s'est dit, tiens, on va essayer de mettre en prod toutes les semaines pendant 2 mois pour voir en fait où sont nos défauts et on va essayer d'apprendre très vite en essayant. Et donc là, ça a été 2 mois assez douloureux pour l'équipe parce que tout le temps dans cette situation de je prépare une version, je la teste, je la mets en prod, je prépare une version, je la teste, je la mets en prod, voilà, le product owner n'en pouvait plus, mais au moins ça nous a permis de nous rendre compte de tous nos défauts, notre gestion des branches, nos tests potentiellement, etc. Enfin voilà, sans rentrer dans un niveau de détail trop fin. En tout cas, cette expérience nous a permis d'apprendre vite et d'ajuster pour pouvoir délivrer des applications, délivrer des fonctionnalités rapidement et puis surtout sans défaut. Un des gros challenges qu'on avait sans défaut. Et donc après, on est revenu à un mode de livraison plutôt autour des 2 semaines ou voire du mois. En fait, ça dépendait du besoin. Mais au Oui, moins, on a pu apprendre vite. en fonction des besoins, effectivement. Ouais, moi, je trouve ça génial et bravo, Émilie, encore une fois, je te l'ai déjà dit, mais je trouve que c'est une super initiative. Dans l'agilité, on dit beaucoup, mais parfois ça reste seulement sur le papier, de célébrer les erreurs et de se donner le droit à l'erreur, bien sûr, et de célébrer les erreurs. Et là, cette initiative que tu as prise avec ton équipe, je trouve ça génial parce que ça vous a permis d'apprendre à une vitesse phénoménale, de fiabiliser à une vitesse phénoménale de façon très concrète et pragmatique votre processus de déploiement grâce à ça. Et voilà, c'est une sorte de, je sais pas quelle métaphore trouver, mais c'est une sorte de dérapage contrôlé où c'est un risque contrôlé avec des erreurs maîtrisées finalement au profit de l'apprentissage. Et c'est génial. C'est une parfaite mise en pratique de la philosophie agile. Merci beaucoup pour tous ces détails qui, je suis sûr, intéresseront plein de personnes qui regarderont cette vidéo. Est-ce que c'est une question que j'aime bien poser à des agilistes voilà, qui sont suffisamment avancés dans la pratique. Si je te proposais, enfin pas moi, mais si on te proposait un job mieux payé, près de chez toi, mais la seule condition, c'est que ça nécessite de revenir à la façon de travailler d'avant. Je ne sais pas si tu faisais du cycle en V avant, mais en tout cas pas de l'agilité. Imaginons du cycle en V. Est-ce que tu donnes suite à l'entretien d'embauche? Je pense que je réponds pas en fait à l'entretien d'embauche. Enfin, non mais sérieusement, non mais je me vois pas retravailler différemment. C'est pas possible. Même si on me propose un salaire plus élevé, je pense que l'épanouissement au travail prime sur le salaire qu'on pourrait me verser. Très bien. Merci pour cette réponse franche. Et une autre question connexe. Est-ce que tu penses que tu aurais le poste que tu as aujourd'hui ou autant d'opportunités professionnelles sans les compétences agiles que tu as développées? Enfin, non, je vois pas. En tout cas, je ne serais pas du tout là où je suis aujourd'hui. Je ne sais pas d'ailleurs ce que je ferais. Je me chercherais probablement encore. Donc oui, je pense qu'en effet, toutes ces compétences acquises sont vraiment primordiales sur mon CV. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que si jamais j'ai envie de changer, ça va pas être très compliqué de trouver ailleurs, vu le CV que j'ai pu construire sur l'expertise de pilotage de projets agiles, le management d'équipe agile, voire même une expérience aussi qu'on a fait dans mon département, qui est l'holacratie, voilà, qui permet de
j'ai envie de dire en synthèse de pousser l'agilité bien au-delà d'un fonctionnement en équipe, mais vraiment un fonctionnement au niveau du département. Mhm. J'ai l'impression d'avoir en effet un CV qui permet de trouver facilement un travail qui va me plaire et qui va Mhm. m'intéresser. Et qui te permet de travailler selon tes valeurs. On peut dire ça ou c'est exagéré? Non, c'est exactement ça. La partie recrutement, tu as raison, c'est un truc hyper important. Enfin, là, du coup, je me mets dans je passe de l'autre côté du miroir en fait. En ce moment, j'ai pas mal de recrutement en cours, de Mhm. recrutement en interne. Et enfin, interne ou externe, en fait, j'ai envie de te dire, c'est un peu le même sujet. La partie valeur, pour moi, ça fait partie des premiers critères, en fait. Si je ressens pas que le collaborateur partage mes valeurs, euh, fraîchement irrité du manifeste agile sur l'amélioration continue, être incarné le changement, enfin voilà, toutes ces choses-là, en fait, si je ressens pas des managers qui sont sur une posture plutôt de servant leader, qui sont au service de leur équipe, qui sont là pour leur donner les moyens de travailler correctement et puis leur faire confiance, c'est vrai que ça ne va pas coller. Donc, c'est des critères de recrutement pour moi aujourd'hui. Je suis dans une posture de recrutement, mais ce serait également mes critères si j'étais amenée à partir ailleurs. Mhm. Ok, très clair. Il me reste 2 questions. L'avant-dernière question, c'est est-ce que euh, cet apprentissage de l'agilité, cette aventure agile, tout ce que tu vis grâce à tout ça, est-ce que ça a un impact sur ton entourage? Quel impact ça a sur ton entourage, que ce soit collègues, clients, équipe ou famille? Est-ce que là encore, il y a peut-être une anecdote ou simplement une réflexion qui te vient avec cette question? Hmm. Les impacts sont multiples. Si je me focalise du coup il y a forcément un impact qui me vient naturellement étant une maman de 2 enfants, de 1 an et demi et 4 ans et demi. C'est même ma manière en fait d'éduquer, d'élever mes enfants en fait. Je vais essayer de favoriser leur autonomie, quitte à ce qu'une tâche que j'aurais pu faire en 30 secondes leur prenne 5 minutes. Du coup, en fait, ça va changer ma manière d'être au quotidien, même avec mes enfants. En fait, je vais faire en sorte de leur donner les moyens que eux soient autonomes, qu'eux arrivent à grandir, même si ça prend plus de temps, parce que quand je vois qu'ils arrivent à faire quelque chose par eux-mêmes, quand je vois la fierté dans leur regard, ça me donne juste envie de continuer et d'aller encore plus loin avec eux. Ok, effectivement. Du coup, la famille, tu n'es pas la seule à me dire ça. J'ai aussi Jérôme Carfentan avec qui je travaille pas mal, qui est allé assez loin aussi dans l'utilisation de l'agilité dans l'éducation, encore, enfin, au-delà du principe que tu viens de citer, que peut-être que toi aussi tu pratiques, mais on est en tout cas sur les mêmes fondamentaux, on va dire. Très intéressant. Et enfin, dernière question, c'est souvent une question par laquelle je termine à chaque interview, c'est quel conseil tu aurais envie de donner à quelqu'un qui hésite à se lancer dans l'apprentissage de ces nouvelles méthodes? Euh, un conseil agile, ce serait test and learn. Donc, ce serait d'essayer, en fait, d'essayer. Par contre, si tu as envie d'essayer et si tu veux tenter l'aventure, je pense qu'il faut y aller avec les bons moyens. C'est-à-dire qu'il faut se former correctement, il faut être bien accompagné. Je pense que je ne serais pas là aujourd'hui si, au-delà d'une partie formation théorique, j'avais pas eu un accompagnement terrain. À avoir un coach sur le terrain, c'est hyper formateur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a plein de manières d'y aller, mais autant bénéficier de l'expérience des autres, histoire de ne pas refaire les mêmes erreurs. Hmm. C'est un peu dommage. Il y a plein de gens qui nous permettent aujourd'hui de capitaliser. Il y a plein de, voilà, il y a plein de solutions et je pense que voilà, mon conseil, ce serait d'essayer pour se faire une opinion, mais de partir accompagné ou en tout cas avec des moyens qui permettent de faire en sorte que cette expérience, elle soit une réussite. Eh ben, merci beaucoup, Émilie, pour ton temps, pour ces réponses. Et puis, je te souhaite une très bonne continuation avec plein de belles aventures agiles à vivre et peut-être repartager encore plus tard sur une autre interview, on ne sait jamais. Merci, Émilie. Merci à toi.